Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne Memento Liber. Avertissement. Cette vidéo aborde l'œuvre d'Émile Cioran. Ses textes explorent le désespoir, l'absurde, la fatigue de vivre, la lucidité et le nihilisme. Ils peuvent intensifier l'angoisse chez certaines personnes. Si vous traversez une période fragile, évitez ces lectures et cette vidéo. Revenez ici plus tard, lorsque vous serez averti, quand vous serez prêt. Ici, on ne glorifie pas la souffrance. On interroge une pensée radicale. Tout comme Kafka, Marcel Proust, Sylvia Plath ou encore Dostoïevski, Cioran fut célèbre pour son insomnie, qui de cette expérience fondatrice a façonné sa manière de penser et d'écrire, une sorte de lucidité forcée, où la nuit devient un laboratoire d'angoisse et de clairvoyance. À peu près à 20 ans, j'ai perdu le sommeil. Et ça, je considère que c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans une existence. Émile Cioran est l'un des penseurs les plus lucides du XXe siècle. Son style, il écrit en phrases courtes, percutantes, presque comme des éclairs. Chaque idée est condensée, directe, souvent dérangeante. Mais derrière ce pessimisme apparent, il y a quelque chose de plus subtil, une forme de liberté ironique. Son œuvre ne cherche ni à rassurer, ni à consoler, mais à dire la vérité de l'existence sans illusion. Pour lui, la solitude et l'ennui se comparaient à une chute dans le temps. Au fond, l'ennui, c'est axé sur le temps, sur l'horreur du temps, la peur du temps, la révélation du temps, la conscience du temps. Ceux qui ne sont pas conscients du temps ne s'ennuient pas. C'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui ne passe pas. Cioran était originaire de Transylvanie, et oui, cela ne s'invente pas. Ayant sa licence en philosophie en poche, il quitte son pays pour la France, et dès ses 22 ans, lui, l'adepte de Nietzsche et de Schopenhauer, écrit déjà son premier essai, nommé Sur les cimes du désespoir. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'un de ses plus célèbres et des plus radicaux, publié en 1973, de l'inconvénient d'être né. Le livre est composé de phrases courtes, tranchantes, parfois ironiques, souvent provocantes. Son style fragmentaire est une prose faite de chocs brefs. Le bon geste de lecture consiste donc de lire d'une manière qui vous protège, c'est-à-dire en plusieurs fois, et de ne retenir que celles qui vous surprennent par leur intelligence en ne prenant pas tout au premier degré. Et n'oubliez pas cette simple règle, ne pas lire ces livres ou stopper maintenant cette vidéo. Surtout si vous traversez une mauvaise période, mieux vaut le remettre à plus tard. Une dernière chose, cet homme a vécu 84 ans, avait beaucoup d'amis. Sachez que ses pensées et ses écrits fut un exécutoire paradoxal, en transformant ses malaises en réflexion et en écriture. Tout est en fait déjà là. L'angoisse existentielle, la hantise du néant, la nécessité du silence, le sentiment de l'irréparable, bref, tous ces fantasmes. Cet homme qui affirme qu'il ne se pardonne pas d'être né, cet homme qui refuse tout prix ou en heure publique, a trouvé de par la négation le chemin vers autrui. Alors, voici quelques extraits de ce livre, ainsi que la pensée de l'auteur lui-même. On apprend plus dans une nuit blanche que dans une année de sommeil. Autant dire que le passage à tabac est autrement instructif que la sieste. La mort est ce que la vie a inventé jusqu'ici de plus solide.
Les enfants qui ne rougissent pas de leurs parents sont irrévocablement condamnés à la médiocrité. Rien n'est plus stérilisant que d'admirer ses géniteurs. Alors, est-ce qu'il est souhaitable pour les hommes de voir les choses telles qu'elles sont? Je ne sais pas. Je crois que les gens en sont généralement incapables. Alors, il est vrai que seul le monstre peut voir les choses telles qu'elles sont, puisque le monstre, il est sorti de l'humanité. Que dans la vie, il y a très peu d'êtres qui est compris. Vous pouvez rencontrer de très grands écrivains qui n'ont rien compris. Des gens qui ont énormément de talent, qui ne valent rien. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie, comme ça, dans un bistrot, qui est une révélation, c'est un homme qui a approfondi, qui s'est frotté aux grands problèmes. Une concierge inquiète. Elle est plus intéressante qu'un philosophe satisfait de lui-même. Un après-midi, et en présence de ma mère, je me jetais sur un canapé, je dis je n'en peux plus. Et ensuite ma mère m'a dit si j'avais su, je me serais fait avorter. Et ça m'a fait une impression extraordinaire, mais pas négative. Au lieu de me révolter ou de comme ça, j'ai eu une sorte de sourire, je me rappelle. Et ça a été aussi une sorte de révélation. C'est les nuits blanches qui sont d'une importance capitale. Le phénomène de l'insomnie, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité. Le sommeil interrompt un processus. Mais pour l'insomniaque, il est lucide au milieu de la nuit, à n'importe quel moment. Il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Puisqu'il y a la vie supportable à cause de la discontinuité. Au fond, pourquoi on dort? On dort non pas tellement pour se reposer, mais pour oublier. Le type qui se lève le matin après un sommeil, il a l'illusion de commencer quelque chose. Mais si vous veillez toute la nuit, vous ne commencez rien. Je suis absolument persuadé que si on empêchait l'humanité de dormir, il y aurait des massacres sans précédent, que l'histoire se finirait. Alors, ce phénomène m'a ouvert les yeux pour toujours, pour ainsi dire. Parce que la lucidité n'est pas nécessairement compatible avec la vie. Pas du tout, même. Mais pousser si loin... comment dire, ça va au-delà du suicide. Vous comprenez, c'est vraiment le néant. C'est la conscience absolue du néant. Et ça, c'est pas compatible avec l'existence, il faut le dire. La conscience du temps. Ceux qui ne sont pas conscients du temps ne s'ennuient pas. Et au fond, la vie n'est possible que si on n'est pas conscient du temps. Parce que si, par exemple, chaque moment qui passe, si vous en êtes conscient, c'est fichu. Les romans, c'est une façon de camoufler, de s'exposer sans se déclarer, vous savez. À mon avis, les grands écrivains sont ceux qui ont le sentiment de cette dessous, n'est-ce pas? Et Dostoïevski surtout. Tout ce qui est profond et qui est apparemment mesquin, mais c'est plus que mesquin, c'est tragique. Dostoïevski est le seul qui soit allé à l'origine des actes. Le démon qui est dans les êtres, comment le saisir? Et c'est ça qui fait l'intérêt de la vie, au fond, aussi le commerce des êtres, tout ça. Vous ouvrez un livre, par exemple, vous en lisez une page, qui est remarquable. Pourquoi ça ne vous dit rien? Parce que pourtant ça dit quelque chose, c'est pas nul, mais on ne sent pas les prolongements, on ne sait pas d'où ça émane. Il y a une sorte d'irréalité, au fond, dans tout ce qui est littérature, comme tout ça, c'est ce qu'on appelle le manque de nécessité. Mais pourquoi ce manque de nécessité? La seule façon de simplifier tout, c'est de s'exprimer. Parce que la conscience du néant n'est compatible avec rien. Avec aucun geste. Il n'y a aucune... Aussi l'idée de fidélité, encore que ce soit, tout fout le camp. Mais ce qu'il y a de mystérieux, c'est cette vitalité qui vous pousse à faire quelque chose. Et peut-être c'est ça la vie, c'est parce qu'on pourrait employer des grands mots. C'est qu'on fait des choses auxquelles on adhère sans y croire. Si cette lecture vous a serré la poitrine,
ralentit le cœur ou simplement laissé un goût d'ombre, ne restez pas enfermé dedans. Refermez le texte, levez-vous, sortez quelques minutes, allez prendre l'air, marchez, regardez le ciel, écoutez la ville ou le vent, et laissez votre esprit reprendre de l'espace. Merci à l'auteur, Émile Cioran, pour cette parole sans phare. Et surtout merci à vous, mes auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Alors, en attendant, prenez soin de vous.